Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime et vous pouvez suivre Laith et soutenir son travail en vous rendant sur freepalestine.video. Commençons par ce qui s'est passé au Liban. L'assassinat, le martyre du commandant Haitham Ali al-Tabatabai. Nous avons appris que le cheikh Naïm Kassim va en parler vendredi. Quelles sont les répercussions? Quelle est l'issue de ce qui s'est passé au Liban en ce qui concerne la position du Hezbollah et celle du gouvernement? Oui, je veux dire, évidemment, l'assassinat de Saïd Haitham al-Tabatabai a été une énorme perte pour le Hezbollah. Cet homme était impliqué dans la branche armée du Hezbollah depuis des décennies, depuis sa création, et il était responsable de l'ensemble des opérations pendant la guerre de 66 jours en 2023-2024, ce qu'on appelle la bataille d'Ul Bas. Il a réussi à vaincre les sionistes, qui n'ont pas pu entrer au Liban jusqu'au cessez-le-feu. C'est donc une perte considérable, mais il venait tout juste d'être nommé chef d'état-major de la branche militaire. C'est probablement un autre signe qu'il y a eu une faille de sécurité au sein des cercles centraux du Hezbollah. Ce n'est pas seulement une question de renseignements recueillis par voie aérienne ou par les télécommunications. Cela signifie qu'il y a quelqu'un qui transmet des informations. Et je pense que le Hezbollah essaye maintenant de comprendre qui c'est. Un autre point à noter concernant cet assassinat, c'est qu'il survient quelques jours avant l'arrivée du pape. Le pape de l'Église catholique se rend au Liban. Ce sera son premier voyage international depuis qu'il est devenu pape. Il est clair que les sionistes veulent gâcher cette visite. Peut-être que le pape devra l'annuler. Et une partie de la question est aussi de savoir comment le Hezbollah va riposter. Quand vont-ils riposter? Très probablement, le Hezbollah ne voudra pas gâcher la visite du pape, ni commencer à riposter pendant qu'il est ici. Donc ça va clairement donner plus de temps aux sionistes. Rien que cette visite du pape, s'il finit effectivement par venir, pour comprendre quelle sera la réponse du Hezbollah avant qu'elle n'ait lieu. L'autre point à noter concernant cet assassinat, c'est qu'il s'agit de la première attaque sur Beyrouth, même depuis le cessez-le-feu. Il y a donc beaucoup de provocations à cause de cette attaque. Et le Hezbollah se trouve maintenant dans une position où il doit répondre. Sinon, tout devient permis pour les sionistes. Et le gouvernement libanais, qu'en dit-il? Oui, le président et l'armée ont condamné cette attaque. Ils l'ont qualifiée de violation du cessez-le-feu, de violation du droit international, de crime de guerre. Le Premier ministre est resté silencieux. On s'attend à ce que Nawaf Salam reste silencieux dans ce genre de situation. C'est un véritable pantin de l'Occident. Mais tu sais, étant donné que le président et le chef de l'armée ont tous deux condamné cela montre qu'il y a un certain soutien à l'égard du Hezbollah. Si le Hezbollah riposte, je pense que tout le monde comprendra. Bien sûr, le gouvernement demande au Hezbollah de ne pas riposter. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix, après un an de ce soi-disant cessez-le-feu et les meurtres quotidiens de civils libanais, ainsi que la destruction des infrastructures civiles. Et maintenant, avec cet assassinat d'Al-Khattabai, le Hezbollah est acculé. Ils doivent riposter, sinon ils vont paraître faibles à ce stade. C'est très important pour eux de faire leurs preuves. Et d'une certaine manière, les sionistes brûlent d'envie d'une guerre. Ils veulent cette guerre. Le Hezbollah l'a évité jusqu'à présent, mais il semble que les sionistes veuillent accélérer la possibilité
d'un retour à une confrontation militaire totale au Liban. Je pense que cela a aussi un lien avec le moment de ce qui se passe au Venezuela. Si les États-Unis déclenchent une guerre avec le Venezuela maintenant, les sionistes ne pourront pas obtenir de soutien militaire des Américains si une guerre éclate avec le Liban. Donc, peut-être qu'ils veulent que cette guerre commence avant que quoi que ce soit ne se produise au Venezuela. C'est pourquoi je pense que le Hezbollah attendra certainement avant de riposter, à la fois en raison de la visite du pape Léon et dans l'espoir que les États-Unis déclenchent une guerre au Venezuela et soient trop occupés pour venir à la défense des sionistes. Laith, la question en ce moment est la suivante. Comment le Hezbollah réagirait-il à cela? La politique d'assassinat, nous savons que jusqu'à présent, le Hezbollah n'a pas pris cette direction. Penses-tu qu'ils vont réagir de la même manière ou qu'ils vont répondre différemment? Parce que tu sais, nous nous souvenons du jour où ils ont envoyé un drone près de la maison de Netanyahou et frappé la fenêtre de son domicile. Ils savent où vivent ces gens. Alors, comment vois-tu leur réponse? Oui, je veux dire, j'espère qu'ils répondront de la même manière. Il y a beaucoup de généraux sionistes faciles à localiser, eux et leurs familles. Mais il faut réfléchir à ceci. Une fois que le Hezbollah commencera la riposte, il est clair que cela ne s'arrêtera pas à un simple échange. Les Israéliens lanceront une guerre à grande échelle. Depuis l'assassinat, toutes les défenses aériennes du nord de la Palestine occupée sont en alerte maximale. L'armée israélienne a déplacé de nombreux véhicules blindés et chars vers la frontière nord. Le Hezbollah doit donc calculer, d'abord, que la riposte atteigne sa cible et marque un point, mais aussi se préparer à ce qui viendra ensuite. Je pense donc que le Hezbollah sera prêt pour une guerre à grande échelle s'il décide de riposter. Et cela ne peut pas se produire du jour au lendemain. Il faut une grande mobilisation aux frontières, avec les systèmes de missiles et les systèmes de drones. Tout doit être prêt, en prévoyant qu'il y aura d'énormes destructions au Liban et qu'il devra aussi y avoir d'importantes destructions des infrastructures israéliennes. Tout cela doit être préparé avant de déclencher la riposte. Par conséquent, à mon avis, il n'y aura pas de riposte du Hezbollah avant au moins 2 semaines. Au moins jusqu'à ce que le pape Léon quitte le Liban, s'il vient même après que ces menaces auront été proférées. Voyez-vous la possibilité, vous savez, d'une confrontation sur le terrain dans le sud du Liban? Si, vous savez, dans les suites, le mois prochain ou au-delà, cela pourrait-il arriver? Ou bien, la politique du Hezbollah consiste-t-elle toujours, vous savez, à répondre à ce que fait Israël en matière d'assassinat de ses commandants, mais sans aller au-delà? Je pense que les sionistes, écoute, si le Hezbollah ne réagit pas, ils prendront cela pour de la faiblesse. Ils veulent intensifier. C'est ça le problème, à mon avis. Exactement, exactement. Les sionistes veulent l'escalade. Même si le Hezbollah ne riposte pas dans les prochaines semaines, les sionistes pourront dire « Oh, nous avions des informations indiquant qu'une riposte se préparait, alors nous avons mené une frappe préventive, et maintenant nous envahissons. » Ainsi, quoi que fasse le Hezbollah, les sionistes trouveront une excuse pour déclencher une guerre plus vaste. Par conséquent, le Hezbollah doit clairement être prêt, même avant de préparer sa riposte, à une escalade totale et à la possibilité d'une invasion. Les sionistes ont quelques éléments qui, à mon avis, joueront contre eux dans toute tentative d'invasion, disons du Liban par le sud. Premièrement, ils ne savent pas vraiment ce que le Hezbollah possède en termes d'infrastructures dans le sud. Ils savent que, disons, ils ont détruit une partie de l'armement qui s'y trouvait,
mais ils ont clairement pas découvert les tunnels et tout le reste. L'autre chose, c'est que si l'on envahit le sud, ces villages sont vides, ils sont détruits. Donc tout ce que le Hezbollah a à faire, c'est de bombarder massivement les forces d'invasion. Il n'a même pas besoin de réfléchir à cibler des endroits précis, puisqu'il n'y a pas de civils à blesser, ni rien de ce genre. C'est comme si les forces d'invasion avançaient dans un champ ouvert, sans arbres, sans bâtiments derrière lesquels se cacher, rien. C'est donc un plan très dangereux que d'essayer d'envahir le Sud-Liban, même si le Hezbollah n'y est pas présent. D'accord? Oui. L'autre chose, c'est que l'armée libanaise a déplacé une grande partie de ses forces vers le sud du Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et oui, l'armée libanaise n'est pas restée totalement inactive pour défendre le Liban depuis lors. Mais si les soldats libanais se retrouvent sous le feu ou encerclés, ils vont réagir. Donc, si les sionistes envahissent, cela entraînera l'armée libanaise dans le combat, qu'elle le veuille ou non. Donc, je pense que la chose logique qui se produira est que les sionistes n'oseront pas envahir par le sud. Ils pourraient envahir par le centre ou par les frontières orientales, avec la Syrie, au nord du mont Hermon, où ils occupent des parties de la Syrie, et tenter d'entrer directement dans la vallée de la Bekaa. Là encore, c'est un plan dangereux, mais il présente une probabilité plus élevée de moins de pertes pour les Israéliens s'ils le mettent en œuvre. Et enfin, nous examinons le gouvernement du HTS en Syrie. Depuis une semaine, ils font face à des manifestations quotidiennes sur la côte, à Homs et à Hama. De vastes régions du pays échappent à leur contrôle. Il y a eu aujourd'hui une énorme explosion à Idlib, dans l'un des dépôts de munitions du HTS. Ainsi, le HTS ne peut pas non plus être considéré par les sionistes comme un allié fiable pour les aider dans une guerre contre le Hezbollah. Les sionistes se retrouvent seuls. D'un côté, les États-Unis sont occupés au Venezuela. De l'autre, tous leurs vassaux locaux ne sont pas assez puissants pour leur venir en aide. Et dans une guerre directe avec le Hezbollah, cette fois, le Hezbollah maximisera sans aucun doute la destruction et les attaques qu'il mènera contre les sionistes. Il n'y aura aucune limite ni retenue dans la manière dont le Hezbollah ripostera, car c'est une question de vie ou de mort pour le Hezb, et il ne se permettra pas de se retrouver dans la situation où se trouve la résistance à Gaza. Y a-t-il encore des communications entre l'Occident, essentiellement entre les États-Unis et le gouvernement libanais, au sujet du désarmement du Hezbollah, ou cela a-t-il déjà disparu en raison du comportement du gouvernement israélien? Oui, écoutez, la semaine dernière, le chef d'état-major de l'armée libanaise, le général Haikal, devait se rendre aux États-Unis pour rencontrer ses homologues du gouvernement américain. Mais le gouvernement américain a annulé sa visite avant-hier. Cela s'explique par le fait que les sionistes et les Américains sont en colère contre l'armée libanaise, qui a refusé de tuer ses propres citoyens pour leur faire plaisir. Donc, en ce moment, il n'y a aucune communication entre les Américains et le gouvernement libanais, à l'exception du Premier ministre Nawaf Salam, qui est un pantin et un collaborateur total, mais il n'a aucun pouvoir dans le pays. Il ne représente aucun parti politique. Il n'appartient à aucun mouvement politique. Il n'a aucune milice derrière lui et il ne contrôle ni l'armée ni le Parlement. C'est donc juste un chien qui aboie pour les Américains. C'est le seul avec qui l'ambassade américaine communique en ce moment, et il ne peut rien offrir de ce que les Américains veulent. Je pense qu'il est clair qu'avec l'annulation de la visite du général Haikal aux États-Unis, l'armée libanaise elle-même deviendra une cible des Américains et des Israéliens dans une guerre totale.
Je pense que l'armée libanaise se prépare actuellement à cela, à être l'une des principales cibles, parce qu'elle est le ciment qui maintient l'État libanais uni. Et si elle n'est pas disposée à faire ce que veulent les Américains, ces derniers préféreraient voir l'armée libanaise s'effondrer et ouvrir la voie à une guerre civile où les milices pourraient s'en prendre au Hezbollah. Je pense que la direction de l'armée en est consciente. Le président le sait. Le Hezbollah le sait. Et c'est pourquoi je pense que le Hezbollah coordonnera également avec l'armée toute riposte qu'il entreprendra. Laith Nawaf Salam, le Premier ministre du Liban, vivait-il au Liban avant de devenir Premier ministre? Ou ne faisait-il que visiter le Liban auparavant? Comment? Parce que beaucoup de gens se demanderaient, s'il n'est lié à aucun des partis politiques libanais, comment est-il devenu Premier ministre? Et qui le soutenait? Oui, il a vécu en France pendant plus de 2 décennies. Il a peut-être visité le Liban pendant ses vacances ou quelque chose comme ça. Mais autant que je sache, il a été en France et tu sais à La Haye, aux Pays-Bas, pendant plus de 2 décennies, où il a servi comme juge à la Cour internationale de justice et finalement comme juge en chef de la CIJ. Il est arrivé dans le sillage des ambassades américaines et saoudiennes, qui ont exigé qu'il soit nommé Premier ministre sunnite. Et comme les Saoudiens ont coupé tout financement au Parti du futur, le parti de la famille Hariri, le plus grand parti sunnite du Liban, et n'ont permis à aucun membre de la dynastie Hariri de réapparaître sur la scène politique, il n'y a en réalité plus de direction pour les sunnites au Liban. C'est pourquoi les Saoudiens peuvent prétendre qu'ils choisiront le représentant sunnite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont poussé Nawaf Salam pour que le Parlement vote pour lui comme unique option pour représenter les sunnites. Et c'est pour cela qu'il est là. Il est en somme l'homme de l'ambassade saoudienne et américaine. Vous avez mentionné la situation en Syrie. Nous savons que le gouvernement attaque les manifestations, affirmant que ces personnes sont liées au gouvernement Assad, qu'elles sortent pour déstabiliser le pays. Mais si l'on va au-delà de cela, que se passe-t-il réellement sur le terrain en Syrie? Quelle est la principale question là-bas? Quel est le principal problème? Oui, comme avant que ces manifestations ne commencent sur la côte. Cela fait des semaines qu'il y a des attaques contre les quartiers alaouites et chiites à Homs, Hama et Damas. Nous avons vu des vidéos de milices du HTS entrant dans ces quartiers, tuant des gens au hasard, sortant des femmes et les enlevant. Dans le quartier alaouite de Damas, ils construisent un mur d'apartheid autour, ce qui va en faire un ghetto. Donc tu vois, les tueries sont incessantes. Chaque jour, des garçons et des hommes alaouites, chiites, chrétiens et druzes sont tués dans les rues de Syrie. Cela semble aléatoire, mais quand on regarde de plus près, on voit qu'il s'agit d'une situation systémique. C'est la même chose avec les enlèvements de jeunes filles et de femmes. Cela se produit quotidiennement. La plupart des familles ont maintenant peur d'envoyer leurs filles à l'école ou à l'université, car elles ne savent pas si elles seront enlevées là-bas ou autre chose. Et le monde entier s'en moque. Personne ne vient à la défense ou au secours de ces Syriens. Parce qu'on nous a répété « démocratie, démocratie », et que c'est pour cela qu'Assad doit partir. Tu sais, les gens auraient soi-disant manifesté pacifiquement et Assad les aurait tués, donc les États-Unis peuvent bombarder le pays sans retenue. Eh bien maintenant, c'est la même chose. Des manifestations non violentes sont visées par des tirs à balles réelles. Des gens sont tués dans les tentes depuis 2 jours lors de ces manifestations sur la côte.
Ces forces de sécurité du HTS arrivent et se mettent à tuer des gens au hasard avec des mitrailleuses. Donc tout ce que nous disions être mauvais chez Assad, le HTS le fait, et personne ne s'en soucie. La demande des habitants de la côte d'arrêter le génocide, ils ne demandent même pas de représentation démocratique. Ils savent qu'il est impossible d'avoir une représentation démocratique sous le contrôle de milices islamistes wahhabites. Mais au moins, ils veulent que les tueries cessent, ainsi que le pillage des terres et des ressources. Des villages entiers sont en train d'être nettoyés ethniquement. De vastes étendues de terres agricoles sont confisquées et données à des combattants turkmènes, tchétchènes et ouïghours, à qui l'on accorde d'une manière ou d'une autre la citoyenneté syrienne. Il y a donc un réel besoin pour ces gens, que les massacres de leurs familles cessent. Et il ne semble pas que cela soit près de s'arrêter. Laith, l'autre point concerne l'influence du gouvernement en Turquie. Penses-tu qu'ils essayent d'une certaine manière de gérer la situation en aidant le HTS, ces personnes au pouvoir, ou qu'ils tentent de trouver une sorte d'équilibre entre la société et le gouvernement, les personnes qui dirigent actuellement la Syrie? Oui, non. La Turquie donne carte blanche à Al-Jolani et au HTS pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme si l'État turc se vengeait du peuple syrien. D'abord pour avoir osé s'opposer au plan de la Turquie dans le pays, mais aussi, en remontant plus loin, pour s'être opposé au siège ottoman de la côte syrienne et à la famine du peuple à la fin des années 1800, ou encore pour avoir mené la révolte arabe, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une vengeance, et ils essayent de procéder à un transfert de population. Vous savez, le vote au Conseil de sécurité concernant Gaza nous a montré que nous sommes revenus à l'époque d'avant même la Première Guerre mondiale. Je ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale, mais bien d'avant la Première, lorsque le génocide de masse, le nettoyage ethnique de masse et les transferts massifs de population étaient la norme. La Turquie essaie de modifier la composition démographique de la Syrie et de ses régions d'une manière qui durera pour toujours. Qu'il s'agisse du transfert et du nettoyage ethnique des Kurdes de différentes régions ou des Alaouites, des Chiites et des chrétiens dans les montagnes et sur la côte syrienne. Ces communautés posent un problème à la Turquie depuis longtemps. Ce sont toutes les populations que la Turquie veut retirer de ses frontières et de leurs terres historiques, afin de rendre la Syrie plus facile à gouverner et à modeler selon la volonté de la Turquie, des États-Unis et d'Israël. Jusqu'à présent, les populations alaouites et chiites de la côte refusent de partir. Beaucoup d'alaouites et de chiites des villages éloignés de la côte ont fui vers la côte ou vers le Liban. Mais ceux qui s'y trouvent déjà refusent de partir. D'une certaine manière, ils n'ont nulle part ailleurs où aller, mais ils ne veulent pas non plus partir, car ils savent que s'ils le font, ils ne pourront pas revenir. Et cela signifierait un immense changement dans la composition de la Syrie. C'est ce que veulent les Israéliens, les Américains et les Turcs. En regardant la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite aux États-Unis, il semble, d'après les informations que nous recevons, que Donald Trump a essayé d'exercer une forte pression sur lui pour qu'il normalise les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Mais il semble qu'au final, MBS ait déclaré que le peuple saoudien est totalement opposé à Israël à cause de ce qui se passe en Palestine. Et sans aborder la question palestinienne, il a dit qu'il ne serait pas en mesure de normaliser les relations. Comment avez-vous perçu la visite de MBS aux États-Unis? Pensez-vous que, puisque l'Arabie Saoudite est un acteur clé dans la position politique des États arabes de la région du Golfe Persique, elle va normaliser
Ou vont-ils rester sur la même ligne, vouloir un État palestinien et refuser de changer leur position? Oui, je veux dire, regardez, la famille Saoud et le culte wahhabite collaborent avec les sionistes depuis les années 1930, voire avant. Nous avons des correspondances entre les premiers sionistes et la famille Saoud, archivées pour que les gens puissent les consulter. Donc, en réalité, la famille Saoud est normalisée avec les sionistes depuis le début et a œuvré contre la libération arabe et palestinienne dès le premier jour. Ils ont toujours été alliés. Il y a du commerce, il y a de la technologie de surveillance, il y a tout cela. Donc vous savez, toute normalisation entre les Saoudiens et les sionistes ne serait que symbolique, car cela se produit déjà. Il s'agit de ce qu'ils font ouvertement, au grand jour, à 100%. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et si l'on regarde les enquêtes menées auprès des peuples arabes et musulmans dans le monde, même au sein du royaume saoudien lui-même, 98% des citoyens sont opposés à la normalisation et favorables à la libération de la Palestine. Donc, vous savez, je pense que la famille Saoud, la seule raison pour laquelle elle ne veut pas le faire publiquement, c'est parce que l'Iran n'a pas encore été vaincu. Et l'Iran, en tant que république islamique, projette au reste du monde musulman ce qu'il considère comme le véritable islam. Un islam juste qui soutient les opprimés et s'oppose aux dictatures, et ainsi de suite. Tant que l'Iran existera et continuera à diffuser cette position auprès des populations musulmanes du monde entier, l'Arabie saoudite ne pourra pas collaborer ouvertement. Elle collaborera en secret, car elle est l'hôte de la Mecque et de Médine et prétend représenter les musulmans, et ainsi de suite. Je pense donc que le degré d'ouverture de la dictature saoudienne quant à sa collaboration avec les sionistes dépendra de la résistance de l'Iran à cette collaboration. C'est pourquoi les Saoudiens voudraient que les États-Unis et Israël détruisent l'Iran, afin de pouvoir dire, en tant que représentants des musulmans, nous n'avons aucun problème avec la colonie sioniste ici. Et ils n'auraient pas peur qu'un autre pôle de l'islam prêche la résistance, tu vois? Exactement comme ce que nous venons de voir avec les États arabes votant pour la recolonisation de la Palestine. Cela ne serait pas arrivé si la Syrie n'était pas tombée en décembre 2024. Ils ont attendu, ils voulaient faire cela dès le premier jour, mais ils ne le pouvaient pas. Tant que la Syrie était là pour se tenir au Conseil de sécurité et dire non, et pour projeter une pensée et une dignité arabe libératrice, le reste des États arabes n'auraient pas pu faire ce qu'ils font. Donc la seule raison pour laquelle les Saoudiens ne le font pas publiquement en ce moment, c'est à cause de l'existence de l'Iran. Laith, tu as mentionné les chiites, les sunnites et les musulmans en Syrie, toute la communauté musulmane à travers le monde. Penses-tu que la cause palestinienne a d'une certaine manière réussi à unifier les gens partout, sunnites et chiites confondus? Parce que selon moi, cette division entre sunnites et chiites était une manœuvre de l'Occident pour diviser les peuples de l'intérieur. Alors aujourd'hui, comment perçois-tu l'impact de la Palestine et de ce qui s'y est passé sur les musulmans? Je pense que cette guerre a contribué, vous savez, à démystifier cette idée selon laquelle les chiites et les sunnites se détestent, et ainsi de suite. Nous avons vu que tous les sunnites ont constaté comment les populations chiites du Liban, du Yémen, d'Iran et d'Irak se sont sacrifiées pour soutenir Gaza sunnite. Donc d'une certaine manière, cette guerre a contrecarré, vous savez, 80 ans de tentatives visant à créer une scission irréconciliable entre chiites et sunnites. Et tout comme la chute de la Syrie, avec les médias des pays du Golfe affirmant qu'Assad tue des sunnites,
La chute de la Syrie a désormais mis fin à ce débat. Ainsi, maintenant, tous les musulmans peuvent voir que les États sunnites ne représentent pas, tout d'abord, les sunnites qui vivent dans ces États et que ces États sunnites ont tous vendu la Palestine. And that these Sunni states have all sold Palestine. Okay? So we have that. We have now D'accord. Donc nous avons cela. Nous avons maintenant une reconnaissance, du moins sur le plan mental, au sein des populations sunnites du monde musulman, que les chiites ont défendu la liberté de l'islam dans son ensemble et la réputation de l'islam, et que les musulmans de Gaza, qui sont sunnites, sont venus à leur défense. L'autre aspect de cela, c'est que vous savez, nous voyons les États-Unis agir si ouvertement, et ces royaumes agir si ouvertement, avec la colonie sioniste, que ce soit en lui fournissant des armes, en appliquant le blocus, en créant cette route commerciale depuis les Émirats vers la colonie sioniste, ou en utilisant toutes les défenses aériennes du monde arabe pour tenter d'abattre les missiles iraniens, et ainsi de suite. Toutes ces choses ont révélé beaucoup de choses. Je pense que la guerre à Gaza, le génocide à Gaza, a mis beaucoup de choses à nu. Une partie de cela concerne les dynamiques de pouvoir existantes. Qui est réellement un vassal, qui est véritablement souverain, qui peut parler, ce que signifie le droit international, ce que sont les organisations internationales. Toutes ces choses ont été révélées par Gaza. Je pense que la majorité de l'humanité aujourd'hui, pas seulement les sunnites, est éveillée. Tout le monde a les yeux grands ouverts. Chacun voit tout clairement. Seules les personnes délirantes ou qui se détestent elles-mêmes essayent encore de se mentir sur la réalité. En fait, l'un des points que tu as mentionné, Laith, concernant le cas du Venezuela, je pense qu'il est totalement lié au comportement des sionistes au Moyen-Orient, au comportement du gouvernement de Netanyahou et de son administration. Parce que nous avons appris hier qu'un des avions de chasse israéliens utilisait l'espace aérien irakien pour s'approcher de la frontière iranienne, ravitaillé par des avions citernes américains. Il semble que, je ne sais pas, le cas du Venezuela ne va pas déboucher sur une guerre. C'est quelque chose qui provoquerait une certaine forme de chaos. Comme vous le savez, une fois qu'ils en arriveront à ce point, les Israéliens, je parle de Netanyahou et de son gouvernement, ils vont peut-être commencer, vous savez, à attaquer l'Iran et le Hezbollah en même temps. Que pensez-vous de cela? Et pensez-vous que cela pourrait leur être bénéfique? Ou bien se préparent-ils parce qu'ils ont le sentiment que s'ils vont dans cette direction, les États-Unis interviendraient, accompagnés du gouvernement britannique, de l'Allemagne et de la France? Vous savez, comme dans le cas de l'Ukraine, il semble que le conflit en soit à ses dernières étapes. Il semble que l'Europe ne puisse rien faire pour empêcher la poursuite du conflit. Comment voyez-vous l'impact de ces deux conflits sur la situation au Moyen-Orient? Oui, écoute, une attaque contre le Venezuela serait tragique, évidemment, pour les habitants de ce pays. Mais ce serait vraiment la première grande guerre que l'Occident mènerait en dehors du monde arabe depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, d'une certaine manière, une partie du poids de la machine impérialiste serait allégée pour nous. Et si les États-Unis entraient réellement en guerre au Venezuela, j'espère que l'Iran aura transféré une grande partie de la technologie et des armes qu'il avait fournies au Yémen, par exemple, vers le Venezuela. Et je pense qu'ils l'ont fait. Nous verrons des drones et des missiles hypersoniques tirés par le Venezuela. Et j'espère que nous verrons des porte-avions américains couler. Évidemment, il y aura des morts, et nous ne souhaitons pas cela au peuple vénézuélien. Mais si cela se produit, ce serait le moment idéal pour que l'Iran relance une guerre avec les sionistes.
Les États-Unis n'ont pas la capacité de mener plusieurs guerres à la fois. Et je parle de guerres à grande échelle, pas seulement de bombardements ici et là. Les porte-avions sont occupés dans les Caraïbes. Ils ne viendront pas défendre les sionistes ici. Ce que nous avons vu hier, avec la simulation d'attaque menée par les sionistes, montre à quel point l'Irak n'est pas souverain. L'Irak n'a pas le contrôle de son espace aérien. Il dispose de toutes ces défenses antiaériennes que les Américains lui auraient soi-disant fournies, mais il est incapable d'abattre les avions sionistes qui survolent l'Irak. C'est une question sur laquelle le peuple irakien et le gouvernement irakien doivent réfléchir. Il y a actuellement une élection en cours en Irak. Pas immédiatement, mais la partie parlementaire se déroule en ce moment. Et il y aura également une élection pour le président et le premier ministre à venir. Et Nouri al-Maliki, qui a été le premier ministre irakien le plus favorable à la résistance, essaye de revenir au pouvoir. Donc peut-être qu'il gagnera, il y a une forte possibilité qu'il y parvienne, car les gens sont frustrés par ces violations quotidiennes de la souveraineté irakienne. Et vous savez, ces avions ravitailleurs qui décollent du Qatar ouvertement comme ça, puis violant l'espace aérien irakien pour ravitailler les avions israéliens, tout cela montre que, s'il y a à nouveau une guerre à grande échelle avec l'Iran, l'Iran devra cibler les bases américaines. Contrairement à la dernière fois, où il avait essayé de ne pas les viser, même si tout le monde savait que les avions israéliens ne pouvaient pas mener de raids contre l'Iran sans un soutien logistique direct des AWACS venant de Turquie et du Golfe, ou de ces avions ravitailleurs. Mais elle l'a évité jusqu'à la dernière minute, comme nous l'avons vu, jusqu'à ce que les États-Unis participent directement et ouvertement à l'attaque contre l'Iran au cours de ces derniers jours, avec les bombardiers B-1 et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que l'Iran a riposté. À ce stade de la guerre, lorsqu'elle éclatera en une guerre totale avec l'Iran, celui-ci visera les bases américaines. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle les sionistes ont si peur. Bien qu'ils veuillent la guerre contre le Venezuela, ils craignent encore qu'elle se produise en ce moment. Ils veulent déclencher des guerres dans la région ici en Asie occidentale avant la guerre au Venezuela. Sinon, ils pourraient se retrouver à leur point le plus faible, même en termes d'approvisionnement et ainsi de suite. Rappelons-nous que le gouvernement israélien veut une guerre avec le Venezuela. Ils la veulent parce qu'ils considèrent le gouvernement vénézuélien comme l'un des obstacles ici en Amérique latine, puisqu'il est totalement opposé à ce qu'Israël fait au Moyen-Orient, contre les Palestiniens, au Liban, le Hezbollah et la Syrie. Et je ne sais pas si cela leur serait utile, vous savez. Cela ne change rien ici en Amérique latine, même s'ils parviennent à renverser le gouvernement au Venezuela, car le ton a complètement changé ici. Ce n'est pas seulement une question de Venezuela. Regardez la Colombie, le Brésil, tous ces pays, sauf, vous savez, l'Argentine. Tous les gouvernements ici en Amérique latine soutiennent l'État palestinien, la cause palestinienne. Oui, et tu vois, regarde, je veux que nous soyons très prudents ici et que nous reconnaissions que ce que la Colombie et le Brésil font en ce moment sous Lula et Petro revient essentiellement à jouer le même rôle que l'Égypte et la Jordanie pendant le génocide à Gaza. Faire semblant d'être pro-palestinien, faire semblant d'être contre cette guerre et ce génocide, tout en y collaborant en réalité. Et la seule raison pour laquelle la Colombie sous ce président ou le Brésil sous ce président ne soutiennent pas ouvertement le sionisme ou la guerre contre le Venezuela, c'est parce qu'ils ont peur à cause de l'existence du Venezuela. Mais si le Venezuela est détruit, si le Venezuela est occupé comme la Syrie l'est, alors ses dirigeants en Colombie et au Brésil seront sans vergogne et soutiendront ouvertement l'occupation du Venezuela comme ils l'ont fait avec l'occupation d'Haïti.
as they did with the occupation of Haiti, right? So we need to be careful with this. Nous devons donc faire preuve de prudence à ce sujet. Les paroles ne coûtent rien et peuvent changer facilement. Le Brésil s'est opposé à l'adhésion du Venezuela au BRICS. En réalité, si j'étais dans le haut commandement militaire vénézuélien en ce moment, je ne me préoccuperais pas seulement d'une invasion maritime venant du Brésil ou des îles des Caraïbes, situées juste au large des côtes du Venezuela. Je m'inquiéterais d'une invasion venant du Brésil, d'une invasion venant de la Colombie. L'armée colombienne, sur chaque base, la moitié des effectifs sont des soldats et des généraux américains. Vous savez, il faut s'en méfier, et je suis sûr que les Vénézuéliens surveillent leurs arrières. Donc je n'accorde pas beaucoup de poids aux paroles de Lula ou de Petro. Et c'était décevant. En réalité, Lula n'a pas permis au Venezuela de faire partie des BRICS. C'était extrêmement décevant. Mais après tout, il ne s'agit pas seulement de Lula ou de Petro. Il s'agit de la société ici au Brésil. Il s'agit de la société et du peuple de Colombie. Je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment aller à l'encontre de la volonté du peuple, de la manière dont celui-ci souhaite voir la situation dans le cas de la Palestine. Peut-être, écoute, peut-être. Mais encore une fois, regarde les dirigeants arabes. Quand 88% de la population dit « Nous sommes contre le sionisme, nous sommes pour la libération de la Palestine », ils s'en moquent. Ils tuent simplement les gens. Ils les emprisonnent. Je veux dire, regarde ce que fait le Brésil à une grande partie de la classe ouvrière. Nous voyons chaque jour ces guerres entre les forces spéciales de la police brésilienne qui pénètrent dans les favelas et procèdent à des massacres, à des meurtres de masse. Lula a-t-il traduit en justice ceux qui ont tué certains politiciens très progressistes pendant l'ère Bolsonaro? Je ne me souviens plus de son nom. Elle était à São Paulo, au conseil municipal. Elle a été tuée à São Paulo quand j'étais au Brésil. De toute façon, elle a été assassinée. On voit donc que le Brésil continue d'acheter des produits à la colonie sioniste. C'est pareil avec la Colombie, avec tout le RER, repos et détente des soldats israéliens. La Colombie est la première destination des soldats israéliens pour le RER en Amérique latine. C'est facile de parler, mais s'ils ne sont pas prêts à défendre le Venezuela, pourquoi penseraient-ils à défendre la Palestine? Je veux dire, si le Venezuela est envahi, tu crois que le Brésil va venir les aider? Non. C'est donc une situation triste. Mais je vois que les peuples d'Amérique latine ont aujourd'hui la responsabilité de se soulever contre ces régimes collaborationnistes pour leur propre bien. Les peuples d'Amérique latine ont plus de chances d'agir que, disons, les habitants d'Arabie saoudite, qui ont été violés, pillés, emprisonnés et exécutés. Chaque jour, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes décapitées dans ce royaume saoudien infernal. Les populations brésiliennes et colombiennes ont plus de facilité à se révolter que, par exemple, les populations saoudiennes ou égyptiennes. En Égypte, il y a presque 200 000 prisonniers politiques. C'est insensé. Je peux comprendre pourquoi les peuples arabes ont parfois trop peur de se révolter, parce qu'on a fait d'eux des exemples en tant qu'Arabes qui ont tenté de se soulever. Mais enfin, les peuples d'Amérique latine peuvent faire mieux. Et j'aime mes frères et sœurs élargis d'Amérique latine. Mais si vous ne pouvez pas défendre le Venezuela, je ne pense pas que vous puissiez défendre la Palestine. Laith, tu as mentionné que le pape allait peut-être se rendre au Liban et que tu pourrais t'y rendre aussi, à l'université de Beyrouth, si je ne me trompe pas, en tant qu'un des principaux intervenants. Dis-nous quel est ton projet et comment tu comptes aborder la question de la Palestine. Vas-tu parler de la situation au Liban? De quoi prévois-tu de parler si tu t'y rends?
Yes, yes, of course, the Pope is coming. So part of Oui, oui, bien sûr, le pape vient. Donc, dans le cadre de son voyage, le ministère de la Culture du Vatican organise des événements ici. L'un de ces événements a lieu à la NDU, c'est-à-dire l'Université Notre-Dame. C'est une université chrétienne située juste à l'extérieur de Beyrouth. Ils organisent un événement sur l'impunité envers les journalistes, les assassinats de journalistes. Donc c'est un événement sur les droits des journalistes. Ils m'ont invité à être l'orateur principal demain. Je ne l'ai publié nulle part parce que je craignais que la NDU et le Vatican soient attaqués en ligne par des sionistes. C'est donc un grand honneur pour moi de prendre la parole et je parlerai de la situation difficile des journalistes au Liban et en Palestine pendant ce génocide, ainsi que des solutions possibles, ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation des journalistes ici. Et je vais voyager en Italie juste après pour tourner un film sur l'histoire de la résistance là-bas et sur la relation entre les sionistes et les fascistes italiens. Et bien sûr, nous parlerons aussi de ce qui se passe actuellement en Italie en soutien à la Palestine, y compris la grève nationale qui aura lieu dans 2 jours. Nous y filmerons. Et au fait, c'est mon anniversaire. Oui, exactement. Joyeux anniversaire. Donc, je vieillis, j'ai 48 ans aujourd'hui. Alors, toute personne qui souhaite me souhaiter un joyeux anniversaire, merci de faire un don à FPTV, Free Palestine TV, afin que nous puissions continuer à diffuser ce contenu. J'espère que le contenu éducatif que nous produisons à travers toute l'Europe stimulera les gens, ravivera la connaissance de choses oubliées et inspirera chacun à agir, à se libérer et à aider la Palestine sur cette voie vers la libération. Happy birthday again, Laith. All the best. Joyeux anniversaire encore, Laith. Tous mes vœux de réussite, et j'espère que tu feras grandir ton mouvement, ta chaîne, ta mission journalistique. Nous ne pouvons qu'espérer le meilleur pour toi et te soutenir. Tout notre public te soutiendra. FreePalestine.video. Allez-y et soutenez ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Thank you so much, Laith, for being with us today. Great pleasure. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine.